pas machine learning engineer, je ne suis pas data scientist, mais je suis un dev en fait, qui bosse dans l'IA depuis quelques temps et qui voulait comprendre un peu comment fonctionne l'IA derrière juste les prompts, comme on aime bien faire. Donc dans notre vie, l'IA, en fait, quand j'ai fabriqué et pensé ce talk, c'était avant ça. Je vois que les emojis ont changé parce que je suis plus sous Mac, c'est rigolo. Avant DALL-E, ChatGPT, Midjourney. Donc je pense que si dans la salle, je vous demande si quelqu'un ne connaît pas ni DALL-E, ni Midjourney, ni ChatGPT, je pense que tout le monde au moins en a entendu parler, voire l'a utilisé. Mais au final, l'IA, vous l'utilisez depuis pas mal d'années, que ce soit sur vos logiciels de musique, de streaming, de réseaux sociaux ou qui font les deux. Vous le savez peut-être, mais tous ces logiciels embarquent massivement de l'IA. Alors principalement pour que vous captez vous et que vous restiez sur ces plateformes. Mais du coup, l'IA ne date pas de ChatGPT, voire même ça date de plutôt des années 50-60 dans l'industrie. Et donc on a de l'IA dans l'industrie depuis très longtemps. On n'avait juste pas assez de performance en règle générale pour vraiment l'utiliser à son top. Mais dans l'industrie, on a beaucoup d'IA, que ce soit pour des aides à la décision, j'y reviendrai, et aussi tout ce qui est robotique, bien sûr, sur les chaînes de montage. Donc avant de commencer, pour vous expliquer et essayer de vous définir ce qu'est l'IA, je vous propose déjà qu'on voit ensemble ce que ce n'est pas, en tout cas pour l'instant. Ce n'est pas capable de créer à partir de rien. On y reviendra, mais en fait, l'IA a besoin d'un terreau pour apprendre, d'un terreau pour faire des propositions, mais du coup, contrairement à un être humain, même si on pourrait en discuter, mais en fait, on ne peut pas créer à partir de rien. Ça ne peut pas raisonner, ça ne peut pas avoir de sentiments, de l'intuition. En fait, tout ça, une IA n'a pas d'émotion. Ça va pouvoir vous aider à analyser, par exemple, une image, un son ou un texte et vous dire c'est plutôt positif, plutôt négatif, mais ce n'est pas capable de raisonner au sens propre du terme. Et donc, ce n'est pas de l'intelligence. On va voir ce que c'est un peu plus tard, mais c'est vraiment pas de l'intelligence au sens propre du terme. Et donc, ce n'est ni un esprit, ni un cerveau artificiel. En fait, on entretient cette croyance avec des mots comme intelligence, comme réseau de neurones. Donc, ça nous fait penser au cerveau humain, mais on verra qu'au final, c'est assez loin d'un cerveau humain. Il y a différentes catégories d'IA. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand vous parlez IA ou quand vous consommez de l'IA, vous parlez machine learning. Il faut savoir que c'est à peu près 95% des cas et des différents logiciels que vous utilisez qui ont de l'IA, c'est du machine learning. Mais on a trois grandes catégories. On a l'ANI, l'IA faible, l'Artificial Narrow Intelligence. On a l'AGI, qui est l'IA forte. Et enfin, on a l'ASI, l'Artificial Super Intelligence. Je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est de la science-fiction à l'heure actuelle. C'est Skynet, pour ceux qui sont assez vieux et avoir connu Terminator. C'est en fait quand l'IA n'a plus besoin d'être humain pour exister, pour être conçue, et surtout elle supplante l'être humain dans tout ce qu'elle fait. On n'en est pas encore là. L'AGI, on est entre les deux. C'est quand l'IA, elle va exceller sur un domaine et surpasser l'être humain, mais a quand même besoin d'être humain pour être créée, et surtout, elle ne sait pas tout faire. Donc là, à l'heure actuelle, on a des papiers qui commencent à s'approcher de ce genre d'IA, mais on est très rarement dans des cas où l'IA supplante l'être humain de A à Z sur une certaine fonctionnalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est sur de l'ANI, donc de l'Artificial Narrow Intelligence, où l'IA n'est simplement qu'une aide à la décision ou une aide à faire des actions pour l'être humain. N'oubliez jamais ça, ce ne reste qu'une aide. Et je vous l'ai dit, l'IA ne s'est pas créée à partir de rien. À ce moment-là, ce qu'il va falloir, c'est apprendre. Et comme on est dans du machine learning, on va avoir différentes façons de faire. Le machine learning, si vous êtes développeuse ou développeur, vous faites des algorithmes tous les jours. Un algorithme, ça a un cheminement fini. Vous avez différents chemins, et s'il y a un chemin qui n'est pas prévu, vous avez une erreur, ou alors ça ne fait rien. Le machine learning, c'est de l'apprentissage par pattern. Vous allez apprendre par l'exemple à une IA. Je prends un exemple d'une voiture bleue. Vous allez montrer plein de photos de voitures bleues différentes, et avec un peu de chance, à un moment donné, quand elle va avoir une photo d'une voiture bleue qu'elle n'a jamais vue, elle va dire « ça ressemble à une voiture bleue, je pense que c'est une voiture bleue ». En fait, ce n'est que ça, le machine learning. Et le deep learning, c'est du machine learning sous stéroïdes, donc avec plus de puissance, plus de données et plus de réseaux de neurones, on verra un peu plus tard. Mais au final, ça reste le même principe, on va apprendre par la donnée. Dans le machine learning lui-même, vous avez trois grandes familles. Il y en a un qui est le plus connu parce que c'est celui qu'on utilise souvent le plus, qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est l'exemple que je vous ai donné juste avant. Vous montrez quelque chose et vous lui dites ce que c'est. Et vous en montrez plein d'exemples et donc l'IA à la fin va savoir reconnaître. C'est en gros ce qui se rapproche de l'apprentissage humain. L'apprentissage non supervisé, vous le connaissez malheureusement depuis qu'on a eu le cluster et le confinement, c'est la notion de cluster. C'est de dire l'IA, elle ne sait pas ce qu'elle regarde, ce qu'elle analyse, mais par contre, elle va être capable de
reconnaître des similitudes entre ce qu'elle regarde. Et donc, elle va faire des clusters de différentes populations. Souvent, c'est une phase amont pour après aller sur un modèle supervisé ou simplement une aide à la décision pour un être humain qui veut savoir, qui veut classifier. Et la dernière forme de machine learning, c'est par renforcement. On prend souvent l'analogie pour éduquer ou élever des animaux par récompense avec une croquette, par exemple. Là, c'est pareil. C'est de dire à votre IA, quand elle fait une action qui est positive, elle va avoir un très beau score, et quand c'est négatif, elle va avoir un score qui est plutôt négatif. Et donc, du coup, souvent, ces IA-là sont utilisées dans les jeux vidéo. Vos bots sont souvent de l'IA par renforcement. Quelques exemples de machine learning qui vous parlent peut-être. Le NLP, le Natural Language Processing, c'est tout ce qu'on croise depuis des années sur les chatbots. Alors, ça a bien évolué parce que si vous avez eu des chatbots, notamment pour aller sur des aides en ligne, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais notamment tout ce qui est traduction, classification. On a la même chose sur la computer vision, toujours classification, souvent sur de la détection et de la segmentation. La segmentation, vous savez, c'est le détourage dans une image en particulier pour vraiment aller chercher un élément de l'image. On a l'audio, on va faire la même chose, de la classification, de la reconnaissance, etc. Et puis, bien sûr, tout ce qui est IA générative, qui n'est que du machine learning, avec tous les chats GPT-like, Midjourney, DALL-E, etc. L'idée, c'était de vous présenter assez rapidement, ça va être très rapide, en 20 minutes, un peu les différentes familles. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller ouvrir le capot, pas le moteur, mais au moins de voir un peu ce qui est caché derrière, ce qu'on appelle les modèles, l'IA, etc. Et l'IA, au final, vous le savez peut-être, mais ce ne sont que des mathématiques, et surtout, ce ne sont que des probabilités. Je me permets d'insister, une probabilité, ce n'est pas une certitude. Donc, quoi que vous donne le résultat d'une IA, ce n'est qu'une estimation, qu'une possibilité de réponse. Pensez-y quand vous faites des requêtes à ChatGPT. Et sans données, je vous l'ai dit, l'IA ne sait rien faire. En fait, la plupart du temps, les données que vont ingérer l'IA pour apprendre, ce sont des données brutes. Si je prends l'exemple d'images, ça va être des images qui vont avoir peut-être du bruit, qui ne vont pas avoir la bonne taille, des données texte qui vont avoir, pareil, des formats très différents. Et en fait, il y a un très gros travail qui est fait en phase amont, qu'on oublie très souvent dans le monde de l'IA, c'est la préparation de la donnée, le nettoyage, le pré-traitement. Ça prend énormément de temps, énormément de ressources, et c'est très important. Et puis, en fait, ces données-là, on va les transformer en dataset. Alors, je m'excuse s'il y a des gens qui travaillent dans la data science. Moi, avec mon passif de dev, pour moi, un dataset, en gros, c'est la base de données de mon IA. En gros, c'est là où j'ai toutes mes données. Et ce dataset, on va les labelliser. Un label dans l'IA, c'est quoi? C'est ce que je vous disais, c'est voiture bleue. C'est de dire, cette image-là, c'est une voiture bleue. Cette image-là, c'est une voiture rouge. Le label, c'est voiture bleue, voiture rouge. Ce qui va permettre à l'IA de faire le match entre sa donnée et son label. Et un dataset, il est souvent composé de 3 grandes parties. La plus grosse partie, 80-85%, ce sont ces données d'entraînement, avec les labels associés. On a une petite partie qui sont des données de validation avec leur label associé, où l'IA va s'auto-valider pour avoir la qualité de son modèle. J'y reviendrai juste après. Et les données de test sont des données que l'IA n'a jamais vues, et vous allez pouvoir tester si votre IA rend la réponse à laquelle vous attendez. Et puis, vous en avez peut-être entendu parler, mais au final, à la fin, tout ça, on va manipuler des vecteurs, des matrices, des calculs vectoriels. Donc, en fait, tout ça va être transformé en chiffres et en nombres stockés sous forme de vecteurs. Un exemple d'un dataset très simple qu'on pourrait avoir, c'est si je veux une IA qui essaie de me déterminer le prix d'un appartement. J'aurai plusieurs facteurs. Ici, surface, balcon, chambre. On peut imaginer que la ville pourrait avoir son importance, par exemple. Et derrière, j'ai ma cible, qui est le prix de mon appartement. Donc les modèles dans l'IA qui vont ingérer cette donnée, ça va être vraiment votre intelligence au sens propre, c'est le cerveau de votre application. C'est là où on va retrouver toutes les formules de maths. C'est ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, puisque moi je ne suis pas data scientist, mais c'est vraiment là où vous allez avoir toute la quintessence de votre modèle. Et puis bien sûr, vous n'avez pas un modèle. Alors, une des prévisions de l'Asie, justement, c'est de dire à un moment donné, vous avez un modèle qui saura tout faire. Quel que soit le contexte, quel que soit l'endroit où vous allez l'utiliser, ça saura répondre à tout. On n'en est pas là, donc souvent on a plusieurs modèles qui sont spécialisés. Et comme vous le savez, les modèles grossissent énormément et consomment énormément, et on va vers une réduction de la taille des modèles pour les spécialiser, pour éviter qu'ils consomment trop. Un petit zoom sur l'apprentissage supervisé, justement, dans l'IA, parce que ce que je vous ai dit, c'est pour moi, c'est ce qui est le plus simple à comprendre, c'est ce qui se rapproche plus de ce que nous, on apprend. Et du coup, dans mon exemple d'appartement, dans mon cas, ce serait de dire comment je détermine Y en fonction de plein de facteurs. Et en fait, mon modèle, ça va être quoi? Ça va être des fonctions mathématiques qui vont prendre en entrée mes X et qui vont me donner un Y. Et il se trouve qu'il faut que le Y soit le plus juste possible par rapport à mon dataset d'origine ou par rapport à ce que je voudrais. Ah, c'est la magie de Windows. X est une combinaison de facteurs. Donc, comme là, dans mon exemple, on n'a pas qu'un seul X, on a plusieurs facteurs, sinon c'est un peu compliqué.
Et la qualité dépend vraiment de la taille du dataset. Pour votre IA, c'est hyper important. Plus vous avez de données, mieux c'est. Mais il faut que ces données soient de qualité, c'est toujours pareil. Si vos données sont dégradées, votre IA va être forcément dégradée à la fin. C'est hyper important. Pour mon problème d'appartement, qui est un problème pour eux assez simple de régression, en fait, je vais avoir à la fin une représentation en courbe de mes données, de mon dataset. Et l'objectif, ça va être toujours de me rapprocher le plus possible de ma donnée parfaite, qui est ma courbe verte continue. Et justement, cette courbe verte continue, c'est ce qui va me permettre de calculer en fait, le coût qui est associé au modèle. Quand vous entendez parler de coût associé à un modèle en IA, c'est vraiment la qualité du modèle. Et en fait, c'est de se dire, quand j'ai une prédiction, ici une petite croix, c'est de savoir, plus elle est proche de moi à droite, plus ça veut dire que je suis proche de ma sortie idéale. Donc plus mon modèle a de la qualité. Plus je m'en écarte, plus mon modèle n'a pas de qualité. Et ça, quand vous entraînez un modèle d'IA, il est capable de le calculer avec ces données justement de validation. Et donc tant que le coût va être trop élevé, on va continuer à entraîner le modèle. Je dois vous parler forcément de deep learning et de réseau de neurones quand je parle d'IA. J'aime juste le survoler, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'étape d'après. Le machine learning utilise déjà des réseaux de neurones. Ils sont simples pour la plupart du temps, mais ils sont déjà là. Le deep learning, ça utilise des réseaux de neurones beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds, parce qu'il y a beaucoup plus de couches. Mais au final, ça reste la même chose que du machine learning. Et l'analogie est plutôt fausse dans le fonctionnement. On n'est pas sur un fonctionnement pur et dur comme un neurone d'un cerveau humain. Par contre, c'est surtout sur la partie activation. Et je vais vous le montrer, c'est interconnexion entre les différents neurones. Donc là, on a un réseau de neurones. Dans mon cas, il fait 2 couches. Il est assez simple. Et ce que vous voyez en W, c'est qui est sur les flèches, en fait, c'est ce qu'on appelle les poids. Alors les poids, c'est quoi ? Il faut vraiment le voir comme si vous avez un fil et vous mettez un poids dessus, un peu comme si vous vouliez modéliser la gravité, mais là on est sur de l'IA. Vous mettez un poids, ça va faire une pente. Et donc en fait, ça va être le chemin privilégié pour la donnée quand on va arriver dans votre réseau de neurones. Donc plus le poids va être élevé, plus le chemin va être le chemin privilégié par votre réseau de neurones. Et en fait, au fil des entraînements, vous allez privilégier comme ça un chemin qui va vous permettre d'avoir, selon un input, le meilleur output possible que vous voulez. Donc le poids sert à ça. Les petits baies qui sont au-dessus des neurones, ce sont les biais. Les biais, c'est vraiment la définition première. Comme vous et moi, on est tous plein de biais. Et en fait, l'idée, c'est de dire, si je ne mets pas de biais, mon réseau de neurones va être parfait et surtout va s'attendre à traiter des données parfaites. Et donc, à la fin, quand j'aurai une donnée qui est un peu biaisée, il ne saura pas la reconnaître. Donc, on injecte de l'erreur dans le réseau de neurones pour le forcer à ne pas être parfait dans son analyse. Et enfin, les fonctions. Là, pour le coup, on reprend l'analogie des réseaux de neurones humains. C'est une fonction d'activation qui permet d'interconnecter ou non des neurones ensemble. Une qui est très simple, qu'on utilise dans certains réseaux de neurones, c'est de dire tout ce qui arrive qui est négatif, en fait, ma porte se ferme. Et l'information ne passe pas. Si par contre la sortie du neurone est positive, l'information passe. Et donc là, on a plein de fonctions d'activation qui vont à un moment donné faire un chemin pour aller sortir sur l'output. Chaque neurone étant une fonction mathématique, vous voyez, à chaque fois, l'idée, c'est d'arriver à la sortie la plus vraie. Un petit mot sur le transfer learning. En tant que dev, si vous utilisez de l'IA, c'est certainement ce que vous allez le plus utiliser. Pourquoi ? Parce que vous allez réutiliser un modèle qui a déjà été entraîné, qui a déjà été créé. Donc vous n'avez pas la partie réseau de neurones à créer. Il aura déjà été entraîné et donc du coup ça va vous faciliter la vie. Et l'avantage, c'est que vous allez le spécialiser dans un domaine bien précis. Je prends l'exemple de quelqu'un qui sait jouer du piano. Normalement, il a appris le solfège. Quand il va devoir apprendre la guitare classique, en fait, toute la partie solfège, il n'aura pas à la réapprendre. Et le transfer learning, c'est exactement ça. Vous allez prendre un modèle qui sait faire des choses. Là, je prends un exemple, un modèle qui est assez connu qui s'appelle YOLO, qui permet de détecter des objets dans une image, donc une personne, des choses comme ça, des bouteilles ou des voitures. Là, on peut le spécialiser pour qu'il reconnaisse les marques des bouteilles selon l'étiquette, etc. Donc, à l'origine, il ne savait pas reconnaître les marques des bouteilles. Par contre, il savait très bien reconnaître dans une image des bouteilles. Donc, du coup, on n'a pas eu à réentraîner et à créer tout ce réseau. Et ça, en tant que développeuse et développeur, c'est très pratique parce que vous pouvez l'utiliser sans une connaissance approfondie de l'IA et arriver à vraiment faire des modèles à la carte sur votre écosystème qui est vraiment très intéressant. Et puis, on a plein d'autres choses, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Il y a plus de modèles, il y a bien sûr plus de maths et un apprentissage non supervisé ou par renforcement, comme je vous l'ai dit. Là, ce que je vous conseille, c'est de vous retourner vers des data scientists ou des machine learning engineers parce que c'est passionnant de discuter avec eux, ils vous expliqueront tout ça mieux que moi. C'était la partie théorique. Je voulais quand même vous parler de la partie aussi un peu plus bas niveau matériel. Vous avez certainement entendu parler qu'il faut de la puissance, parce qu'il y a beaucoup de données, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de calculs. Et souvent, ce sont des calculs matriciels et des calculs en parallèle.
Souvenez-vous de mon dataset sur les appartements. Vous voyez bien que chaque ligne a aucune dépendance les unes des autres. En fait, je peux vraiment injecter mes données en parallèle. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un moyen d'avoir ces calculs en parallèle. Et puis, le temps avançant, on a de plus en plus de modèles qui grossissent. On a de plus en plus de données avec des modèles qui ont des millions de paramètres, voire des milliards de paramètres. Et l'objectif, là, dans les temps qui vont arriver, c'est d'arriver à gagner de l'énergie, donc de consommer moins tout en garantissant des performances. Et il est souvent assez compliqué et très cher d'avoir notamment des GPU. Si vous avez essayé récemment d'avoir des cartes NVIDIA pour faire de l'entraînement, c'est entre 1 an et demi et 2 ans d'approvisionnement. C'est aussi à penser, quand vous vous lancez dans l'IA, c'est que d'un point de vue matériel, vous avez un vrai coût et un vrai engagement à avoir. Un petit résumé aussi de pourquoi GPU versus CPU. Vous avez tous des ordinateurs. CPU, c'est ce qu'on a tous. En fait, déjà, c'est du monotâche. Donc, il faut en rajouter ou rajouter des cœurs si on veut faire du multitâche. Et ça sait bien faire plusieurs choses, mais pas super bien à chaque fois. C'est une sorte de combi DVD magnétoscope pour ceux qui sont assez vieux. En fait, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément optimisé. Là où le GPU, il sait faire très bien une chose, c'est les calculs matriciels et vectoriels qui nous intéressent. Et ça, il sait le faire en parallèle très vite. Il sait faire plein d'autres choses, mais en tout cas, il sait très bien faire les calculs vectoriels. Et ça nous va super bien dans le monde de l'IA. C'est pour ça que c'est massivement utilisé dans l'IA. C'est pour ça que c'est toujours plus performant, la plupart du temps, d'entraîner un modèle sur du GPU que sur du CPU. Donc justement, si vous voulez construire une application, on ne va pas se mentir, il vaut mieux faire du Python. Moi, je suis un développeur Java. Les dernières conférences que j'ai pu voir, Java revient en force sur l'IA et je suis assez content, mais honnêtement, c'est compliqué de ne pas utiliser Python. Vous avez plein d'outils, plein de frameworks et c'est vraiment à conseiller. Vous allez aussi certainement croiser un truc qui s'appelle Jupyter Lab, qui vous permet de faire des notebooks. Le notebook, c'est une sorte de mélange de code Python exécutable et de code écrit de documentation écrit en Markdown. C'est super pratique et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir toute la définition de votre modèle et de pouvoir tester des choses en Python directement. Et puis, on a plein de frameworks. Alors, ça va dépendre vos frameworks de vos types de données et des modèles, mais aussi de leur compatibilité GPU. Faites attention à ça. Moi, je me suis fait avoir au début. Il y a des frameworks qui ne sont pas compatibles GPU. Vous les exécutez sur du GPU. Donc, en fait, ils vont simplement utiliser des CPU et pas des GPU. Donc, c'est un peu dommage. Et l'inverse est vrai aussi, bien sûr. Et puis, ça vous permet de construire vos modèles, d'apprendre des choses. Dans le monde de l'IA, vous avez peut-être entendu parler de PyTorch, de TensorFlow, il y en a plein d'autres, mais en fait, ceux-là sont assez connus. Et puis, pour faire du front, alors j'ai mis Streamlit et Flask, c'est souvent utilisé dans le monde de la data science. Ça va permettre de très vite faire des petits fronts avec une sorte de web component qui permettent d'avoir des choses assez visuelles et assez rapides pour tester un modèle sans devoir développer toute une application. Donc, retenez ces noms-là, ça peut vraiment servir. Si je résume un petit workflow typique dans l'IA, vous avez besoin de stocker de la donnée. Attention, ça peut coûter très cher, notamment si vous allez dans le cloud. Vous avez besoin de la traiter. Souvenez-vous, votre donnée va être brute et l'IA, elle est très bête. Un modèle ne sait comprendre la plupart du temps qu'un format de données. Je reprends mon exemple d'image. Les images, il va falloir les traiter, il va falloir les recadrer. Sinon, l'IA ne saura même pas aller analyser votre image. Vous allez devoir créer votre modèle. Donc là, c'est le boulot de data scientist avec les notebooks, notamment Jupyter, dont je vous ai parlé. L'entraîner. Donc là, c'est beaucoup de puissance, beaucoup de GPU en général. Là aussi, faites attention, la plupart du temps, on fait ça dans le cloud. Ça peut coûter assez cher. Et puis, bien sûr, vous allez faire ce qu'on appelle de l'inférence. L'inférence étant, vous donnez une donnée à votre IA qui va vous sortir sa prédiction. Donc, c'est utiliser votre modèle dans une application. Je vais finir ce rapide tour d'horizon juste par quelques petites précautions. Je reparle des biais. Les IA sont créés par des gens comme vous et moi. On a tous énormément de biais. Les données sont de plus ou moins bonne qualité et les labels, souvent, il y a des labels automatiques, mais la plupart du temps, c'est des labels faits aussi par des gens comme vous et moi. Et je cite souvent un exemple parce qu'il est public, IBM l'a rendu public. À un moment donné, ils utilisaient une IA pour classifier, faire une première passe sur les CV qu'ils recevaient. Et il se trouve que cette IA l'avait entraîné avec des modèles labellisés par des hommes blancs qui décidaient que les chefs de projet, c'était des hommes blancs. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont su que des CV d'hommes blancs après, côté RH, parce que l'IA classait tous les autres CV comme étant pas adaptés à ce type de poste. C'est un exemple simpliste qui est déjà assez grave. Imaginez sur d'autres choses. Je donne souvent l'exemple, il y a des IA qui détectent aussi des tumeurs cancéreuses. Moi, je préfère qu'en fait, ce soit plutôt bien labellisé, plutôt que de recevoir un mail automatique qui me dit qu'il faut aller se faire opérer. Donc pensez à ça. L'IA, ce qu'elle vous sort, ça a d'abord été labellisé par un être humain avant. Ce n'est pas une source de vérité, je vous l'ai dit, c'est des probas. Encore une fois, ce ne sont que des probas. C'est une estimation, c'est une aide à la décision et ça ne remplacera pas, en tout cas à court, moyen, long terme, peut-être à très long terme, mais ça ne remplacera en rien un être humain.
Pensez-y quand vous allez sur ChatGPT. La course à la puissance, j'en ai parlé, on a toujours plus de données, on a des modèles qui sont toujours plus gros, qui grossissent énormément, même si on commence à essayer de calmer la chose. Donc, besoin de puissance de calcul. Ça coûte très très cher. Donc, pensez-y quand vous faites vos utilisations de modèles ou vos entraînements. Des consommations qui augmentent avec l'électricité qui posent problème à l'heure actuelle. Et ce que je dis la plupart du temps, peut-être de commencer à utiliser l'IA de manière intelligente. C'est super fun d'avoir un pape en doudoune blanche. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser plein de GPU pour faire des images un peu rigolotes? Je ne sais pas, il y a peut-être un truc à se poser comme question au final. Et puis, un des objectifs des fondeurs, comme NVIDIA notamment, ça va être justement de fournir une puissance équivalente à une consommation moindre. Voilà, je suis Stéphane Philippard, je suis presque pas en retard. Je suis DevRel chez OVH Cloud. Si vous voulez faire un peu d'IA chez nous, vous pouvez. On a une offre public cloud, on vous permet de faire des notebooks pour créer vos modèles dans le cloud. GPU, CPU, on fait de l'entraînement as a service, donc c'est du GPU as a service, et une offre CAS, donc de conteneur as a service, dans le monde de l'IA qui vous permettent de faire de l'inférence ensuite. Donc n'hésitez pas. Venez me voir à la fin si vous voulez. Je peux vous avoir des vouchers pour essayer nos produits. Si vous me posez des questions, il n'y a pas de souci. On a aussi un super Discord. Allez voir nos experts. Merci beaucoup. C'était rapide. J'avais que 20 minutes. Il fait super chaud. Vous avez les slides d'un côté et le feedback de l'autre.